Good morning, beautiful people. Are we excited for the second day? Yeah? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الحضور. نرحب بكم مجددا في اليوم الثاني والأخير لقمة المعرفة 2024 الذي يتضمن مزيدا من الجلسات والفعاليات المعرفية ويعد بتقديم كل جديد في عالم المعرفة. نرجو منكم التفضل بالجلوس في أماكنكم لكي نباشر فقرات قاعة حوارات المعرفة والفائدة التي بدأناها بالأمس. Et donc, nous allons comprendre plusieurs séances pour vous donner une idée des sommets de la connaissance. Je vous invite à prendre vos places pour commencer les séances et poursuivre le trajet que nous avons commencé hier avec une séance intitulée Redéfinir la réalité synthétique présidée. Voilà, bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus. J'ai l'honneur de vous souhaiter à la deuxième et la journée de clôture de notre sommet. Nous allons présenter plusieurs séances alors que nous explorons de nouveaux horizons. Veuillez prendre vos places dans cette salle de Notox pour poursuivre le parcours que nous avons commencé hier. La première séance de la journée intitulée Redéfinition des connaissances à l'époque de la réalité synthétique avec des conférenciers sur la politique de la génération IA. À vous la parole. Bonjour, je vous remercie de m'avoir accueilli. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais de regarder la vidéo que je vais projeter et de vous intéresser surtout sur le visage du protagoniste et comment nous allons le modifier. Ah, voilà. Right. Who of you noticed something and how these faces change? This is one single protagonist, one single attendant of the talk show who somehow seems to be able to change his appearance. Voilà. Qui parmi vous a remarqué quelque chose et comment le visage a été modifié? C'est un seul protagoniste, un seul participant d'une émission qui a pu modifier des apparences en un clin d'œil. Voilà, ce n'est pas de la magie, mais c'est un trait que nous avons, que nous reconnaissons et dont nous témoignons de manière croissante. Et je me souviens que dans les années 2000, il y avait une petite entreprise naissante dans le temps qui a parlé de ChatGPT et qui a revendiqué la possibilité de recréer les vidéos, mais nous n'allons pas le publier parce que nous pensons que c'est très dangereux de le mettre dans le domaine public. Voilà, on a dit, vous avez développé un outil intéressant, mais vous n'avez pas le courage de le publier. Et 3 ans plus tard, on a publié cette petite ou cette entreprise naissante a publié ChatGPT. Et avec cette révolution et la possibilité de recréer le contenu
en passant de texte aux vidéos, aux images, qu'on ne peut plus reconnaître ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. C'est ce qu'on appelle la réalité synthétique. Il n'y a rien de mauvais ou réel, de faux ou de réel. Il y a une compréhension il n'y a plus de compréhension de ce qui est authentique. Au début de l'année, en cours, le Guardian a écrit la fausse information axée sur l'IA est la plus grande menace à l'économie. J'aimerais vous expliquer comment donc comprendre le changement des connaissances et comment ça a déjà changé, mais peut-être qu'on ne le réalise pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on redéfinit notre compréhension des connaissances dans les 30 minutes à venir. Voilà, c'est moi sur l'écran. C'est un code QR à mon compte LinkedIn. Je m'intéresse à la traçabilité de l'IA et je travaille à l'université au Royaume-Uni où on fait de la recherche sur l'IA et je participe à l'une des plus grandes compagnies dans le domaine de l'intelligence artificielle pour comprendre certains des enjeux et des défis. Voilà, c'est quoi la vérité? La vérité, l'authenticité, c'est quelque chose qui a toujours été contesté. Une chose qui, dans certains cas, on réclame qu'elle est objective. Il y a un monde avec des faits qui peuvent être mesurés et compris. Mais on remarque des discussions croissantes sur l'expérience vivante ou l'expérience connue qui peut être perçue de manière différente selon les perspectives. Et historiquement parlant, il y a eu toujours cette tension des personnes qui conquérissent le monde et qui ont toujours une idée que le savoir peut nous rapprocher de ce que c'est que la réalité du monde et où on s'approche au monde de l'IA et où on peut voir à travers les réseaux sociaux que tout le monde a accès à la publication des données et pour les publier à des milliers et des milliers de personnes. Voilà, c'est l'un des philosophes que j'aime le plus, David Hume, qui a dit que nous avons l'intention de nous intéresser à la vérité et à la connaissance comme c'était objectif. Mais peut-être la nature de l'objet n'est pas aussi importante que l'expérience que nous connaissons. Si quelque chose vous paraît réel ou vous semble exister et vous avez des réactions, un sentiment d'attachement, est-ce que ça doit être organique? Voilà, c'est une réflexion que j'aimerais que vous gardiez en tête jusqu'à la fin de mon exposé. Voilà, lorsqu'on s'intéresse aux fausses informations et à la création des informations dans les années récentes, ça demande plusieurs opérateurs. Sur X ou Twitter, il y a des personnes qui tapent des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Et il y a des idées qui peuvent initier des connaissances et qui peuvent être disséminées, mais en même temps, lorsqu'on s'y intéresse de manière étroite, ça ne va pas vous paraître organique, mais c'est comme ça a été créé par la machine. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui peut arriver si l'intelligence artificielle génératrice
est en direct. Et en 2022, ChatGPT a eu accès à 100 millions d'utilisateurs. J'étais aux Émirats arabes unis pour une conférence sur la cybersécurité et ChatGPT a été lancé dans le temps et à la fin de ma conférence, personne ne voulait plus parler de cybersécurité et on était là, voilà, avec une nouvelle ère de ChatGPT. Je pensais que c'était fascinant. Mais la réalité, c'est que ça a attiré beaucoup d'intérêt. C'était simplement, ce graphique vous montre simplement les volumes trimestriels des rapports à l'horizon d'un mois, de 3 mois. Et ce qu'on voit maintenant, c'est beaucoup de désinvestissements qui sont moins en matière d'entreprises naissantes que dans l'infrastructure. On pense aux puces à cette révolution. C'est comme si l'on créait la colonne vertébrale de cette filière. Mais avec tous ces outils qui se présentent, ça signifie qu'il y a quelque chose qui change. Et de la manière de générer des informations, il s'agit plutôt d'informations génératrices. La première chose que nous reconnaissons, voilà, c'est pas comme les boots qu'on utilisait il y a quelques années, mais il s'agit de convaincre nos intrants à partir de vidéos et de fichiers audio. La deuxième chose, c'est l'accessibilité. Tout le monde y a accès. Et on peut accéder à un outil qui peut recréer ma voix en 5 secondes. Et la dernière chose, c'est que parce qu'il y a des capacités et de l'accessibilité, il y a un changement de l'échelle ou de la taille de cet écran. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit plus d'une organisation ou d'une institution, mais plutôt c'est axé sur les personnes. L'implication, c'est qu'il faut changer notre compréhension de ce qui doit être régulé. Tout le monde s'est concentré sur les entreprises technologiques, sur les entités, les organisations, mais tout devient accessible pour se concentrer sur les personnes parce que le contenu est passé à l'échelle ou au niveau populaire. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo ne fonctionne pas. Voilà, celle-ci ne fonctionne pas. Je vais projeter une autre plus tard. Voilà. Donc, ces images sont celles de célébrités que vous connaissez, mais je dois dire qu'aucune de ces photos n'est réelle. Et je ne l'ai pas eue à partir de Google, mais on l'a créée de zéro. Qui montrent des célébrités qui font des fonctions ordinaires comme vendre des ordinateurs, Emma Watson qui travaille dans un restaurant et le pape dans un arnaque de Balenciaga. Et voilà, c'est la première fois où une image est supposée être réelle. Et donc, le bureau officiel du pape devrait intervenir pour dire que ce n'est pas une photo réelle du pape. C'est ce que pour vous dire que c'est la pire des qualités. Là, nous aurons encore mieux. Mais il y a des opportunités
par exemple, en ce qui concerne l'analyse. Et là, il s'agit d'un exemple très simple, et je vais mettre l'audio, et c'est l'intégration d'un outil de GenIA. Voilà, les chiffres sont moins forts, hein, mais c'est avec ces chiffres pour devenir un analyste de données sans avoir une formation en analyse de données, pour monétiser les connaissances, les compétences et améliorer les connaissances plus rapidement. Et c'est ainsi que je conseille les grandes compagnies, Coca-Cola et autres, de s'y référer pour avancer plus rapidement. Que signifie donc la création du contenu scientifique? Voilà, il y a une courbe très simple ici que toutes les enquêtes montrent pour savoir ce à quoi il faut s'attendre dans les années à venir. D'ici 2030, on s'attend à ce que 90% du contenu soit généré par l'IA. Ce ne sont pas mes chiffres, mais ce sont les chiffres produits par plusieurs enquêtes. Nous avons essayé de répliquer pour savoir je pense que d'ici 2028, il y aura 80% du contenu généré par l'intelligence artificielle en raison de l'accessibilité, des compétences, et ce sera encore moins coûteux. Au niveau d'entreprise, on peut s'attendre à voir une combinaison entre l'humain et l'IA parce que ça augmente la qualité. Et donc, au lieu de faire l'IA générée rapidement, on peut avoir des designers qui peuvent utiliser leur production de connaissances et leur expérience académique pour collaborer avec eux et améliorer la qualité. Et il y a tout un extra humain que je peux comparer au cuir italien. Je ne suis pas biaisée, mais voilà, qu'en termes d'incitation économique, ça sera beaucoup plus cher et ça nécessiterait beaucoup plus de temps. Mais en fin de compte, la majorité des clients ne pourront pas se permettre le prix, alors que les options sont offertes ailleurs. Je pense que ceci est applicable à travers les filières, le secteur académique, les modèles financiers qui peuvent être faits de la manière. Donc, la chose principale, tout particulièrement pour les organisations qui s'intéressent à la création d'idées, des connaissances, il faut en fin de compte faire l'équilibre parce que comme je travaille pour des organisations de médias et ça s'applique au monde académique et de la recherche aussi, il y a deux extrémités où on peut voir d'un côté que des organisations cherchent à produire du contenu qui veulent émettre ou diffuser les nouvelles 24 heures sur 24, mais il y aura toujours un humain qui doit vérifier. Mais il faut savoir que l'IA va s'accaparer de toutes les fonctions. L'autre extrémité où des organisations publient peut-être un contenu de manière biannuelle ou hebdomadaire où la vitesse n'est pas aussi importante et celles-ci auront besoin moins de l'IA, mais pour profiter de l'efficacité et de la qualité de l'IA aussi. Mais il y a aussi quelque chose au milieu où les quotidiens, comme on a vu pour le Guardian par exemple. Une question qui demeure et un problème. Vous pouvez vous attendre à beaucoup
dans le discours politique à travers le monde. Il s'agit de savoir à quel degré il faut que ces outils soient accessibles à tout le monde. Réfléchissez un peu. Pourquoi serait-il logique pour nous d'avoir accès à tout le monde ou à tous ces outils? Et la réponse est très simple. D'une part, on peut créer des innovations pour les soins sanitaires. On sera plus rapide pour que tout le monde ait des vaccins de manière opportune. Et on peut avoir accès donc à ces outils et de la manière profiter à toute la société et toutes les économies. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a des risques que nous allons examiner, à savoir les désinformations, le risque que parfois on a les meilleures intentions en utilisant ces outils, qu'on peut créer des extrants ou des produits qui sont mauvaises et en fonction desquels on prend des décisions. Bien sûr, on se dit c'est l'IA qui me dit cela, ça doit être vrai. Donc, il faut faire l'équilibre entre l'autorisation ouverte et fermée. Et c'est ce qu'on va voir dans toutes les politiques dans les années à venir. Ce qui me mène au thème des risques. Qui parmi vous s'est familiarisé avec le deepfake? Voilà, c'est la majorité. Donc, deepfake. Pensez à la vidéo que j'ai projetée. Quelqu'un qui se prend pour une autre personne. Et ce qu'on a vu dans des organisations où j'ai travaillé et qui ont mené des études, il y a une croissance une multitude de recréations de la manière deepfake aux États-Unis a donc dû intervenir dans les élections pour que Trump ou Kamala Harris sont diffusés comme s'ils annoncent des choses qui ne sont pas vraies. Faire des transferts de monnaie, par exemple, en se prenant pour un PDG, par exemple, en Asie de l'Est, ont recréé les visages des femmes pour donner l'impression qu'elles sont impliquées dans certaines actions. Et donc, il faut savoir à quel niveau le risque est élevé. Le partage d'une anecdote, je pense que c'était en mars de l'année en cours où j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Je suis basée à Londres et il pleuvait. Un client m'appelle pour me dire « Bonsoir, Monsieur Pasquarelli » ou « Bonjour ». L'un de mes clients vient de recevoir un appel téléphonique de quelqu'un qui se prenait pour son PDG sur un avatar de l'IA. Et cet avatar de l'IA lui a ordonné de transférer 25 000 $ et il l'a fait. Et il les a perdus. Il n'a jamais récupéré l'argent. Voilà, c'est la question à laquelle il faut répondre. Ces outils deviennent de plus en plus réalistes. Voilà, c'est le compte Instagram, je pense qu'elle s'appelle Emily quelque chose, et le créateur de ces photos a reçu des messages et des appels de grands footballeurs qui se demandaient si elle pouvait avoir un rendez-vous avec lui. Et il faut réfléchir du point initial que l'on a présenté au début. Oui, c'est synthétique, oui, c'est faux, mais les émotions que ça a créées sont réelles.
c'est ce qui compte. Cela signifie que on peut commencer à définir ce que c'est que la réalité synthétique. D'une part, on peut voir une caractéristique où il y a beaucoup de contenu qui sera généré, des vidéos, des sons. Et la deuxième chose, c'est que c'est interactif, donc ce n'est plus statique. On peut dialoguer avec ces avatars, tout comme ChatGPT. L'autre chose, c'est que c'est personnalisé. Donc, ce n'est plus un tweet que vous voyez, mais parce que ça saisit votre personnalité et vos données, il peut dialoguer avec vous de manière très réelle. Et la dernière chose, c'est que c'est réaliste. Donc, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Voilà, ce sont des preuves que je vous apporte des élections pour vous montrer des exemples de deepfake qui ont été diffusés lors des élections américaines. Et bien sûr, ce ne sont pas vrais, mais vous montrent des exemples de stéréotypes de politiciens comme Hillary Clinton et ses emails, Trump qui prenait des soins sanitaires. Ce ne sont pas des acteurs. C'est généré par l'IA. Et ça a été fait dans un délai d'une semaine. Vous pensez que ça devait prendre des mois. Donc, quelle est votre impression? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, amusant, vous vous méfiez, ou bien vous saisissez une opportunité? Peut-être tout ce que je viens de dire, tout est légitime d'ailleurs. Il n'y a pas de réponse vraie ou fausse. Mais c'est l'espace que nous allons entamer. Dans la politique, à notre surprise, deepfake n'a pas influencé les élections parce que les gens peuvent savoir que c'est ridicule, que ce n'est pas réel, même si les photos semblent hyper réalistes, voir l'image d'un candidat n'est pas effrayant, mais plutôt ça crée des confirmations biaisées. Et donc, des photos de Joe Biden ne le montraient pas dire quelque chose de terrible, mais le montrer comme un vieillard. Donc, il renforce les croyances qui existent et ne diffuse pas de mauvaises informations. Maintenant, en ce qui concerne la politique et l'éthique, je vais m'en passer de cette partie, mais il y a eu cet acte sur l'IA où il y a une régulation sur l'IA à l'Union européenne. Je ne vais pas en parler trop en détail. Aux États-Unis, il y a l'ordonnance exécutive des États-Unis qui a été rédigée par l'administration de Biden où il y a un environnement réglementaire un peu plus réticent pour les développeurs de l'IA. Mais certaines choses ont changé et bien sûr avec les élections de Donald Trump qui est pour les sources ouvertes et d'en donner accès à tout le monde. Je vais donc partager avec vous les codes QR plus tard pour voir ce que les élections de Trump entendent pour le monde de l'IA. Vous pensez peut-être que nous allons voir une grande croissance de l'IA à l'époque de Trump et ça deviendra plus répandu, si l'on ose dire. Il y a d'autres choses qui existent aussi et ça va créer des opportunités intéressantes. Et voilà, je trouve ça une vidéo est très intéressante. This is not a cover.
This is Whitney Houston's I Will Always Love You, reinterpreted through an AI Freddie Mercury. And I'm a bit embarrassed to play the whole thing here, but I can tell you that it sounds Non, ce n'est pas un cover, cover d'une autre chanson, mais il s'agit d'une chanson de Whitney Houston. Je vais vous aimer pour toujours. Et avec l'intelligence artificielle, on a utilisé la voix du défunt Eddie Mercury. Je ne vais pas continuer le reste de la vidéo, mais évidemment, la voix est exceptionnelle et ça paraît tout à fait réel, comme s'il s'agit vraiment d'une vraie chanson. Et si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de chansons célèbres, comme des chansons de Michael Jackson, John Bon Jovi, d'autres chanteurs qui chantent des pièces musicales, d'autres artistes. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut produire de telles chansons. C'est la raison pour laquelle je vous garantis que dans 5 ans, il y aura de multiples chansons qui seront produites en C. Et Tom Hanks l'a déjà fait, il a déjà produit un film sur ce thème. Et dans 10 ans, tout sera automatisé à Hollywood, je vous le confirme. Mais il y a un autre enjeu auquel j'ai fait face en cherchant sur ce terme. Il s'agit d'une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok et qui a pour titre « Il tombe amoureux de Dan » ou Dan. Alors je me suis posé la question, qui est Dan dont tout le monde parle? Et voilà Dan. Ce Dan est ChatGPT. Comme je l'ai découvert, il y avait un nombre de jeunes adolescentes qui parlaient avec Dan, discutent avec lui chaque jour. Et pour elle, Dan était gentil, comme s'il s'agissait d'une vraie personne. Alors, moi, je vois parmi vous des sourires. Et c'est vraiment incroyable, mais voilà ce que des millions de personnes ont déjà fait. Ça doit être pris au sérieux. Parce que pour moi, je m'intéresse à mes amis, à toutes les personnes ici présentes. Mais il y a de nombreuses personnes, selon des études, qui se sentent isolées, qui n'ont pas de contact avec les autres. Et la plupart de leurs relations se font derrière l'écran, d'une manière virtuelle. Alors je me pose la question, quelle est la différence entre le réel et Dan? Nous devons comprendre la situation sur le terrain. Et j'ai participé à un documentaire il y a 3 mois. Nous étions en train de chercher ou bien de mener une étude sur les personnes ayant des amis ou bien dans le monde virtuel. Et j'avais l'impression qu'il y a des gens, il s'agit de personnes étranges qui essayent le monde virtuel, mais la réalité est tout à fait contraire. Nous devons le prendre au sérieux parce que cela va se répandre, croyez-moi. Il y a donc une opportunité à exploiter, notamment pour les gouvernements. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des gouvernements qui ont l'intention. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des gouvernements qui cherchent à trouver des solutions pour l'isolement social ou cette phobie sociale. C'est la raison pour laquelle on peut avoir recours à l'intelligence artificielle pour relever ce défi d'isolement, notamment les personnes âgées. Mais est-ce qu'il s'agit d'une solution définitive ou temporaire? Nous pouvons y avoir recours pour mettre les gens sur la bonne voie, mais il ne s'agit pas de la solution définitive. Évidemment, il y a un autre défi. C'est dans quelle mesure peut-on vraiment résoudre ces problèmes en ayant recours à l'intelligence artificielle? Voilà une vidéo d'un homme sans abri qui porte des lunettes de réalité virtuelle.
vous avez la pleine liberté de penser de quoi il s'agit. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est une question qui porte sur un président européen qui a fait l'objet d'un deepfake ou d'un hypertrucage. Et il m'a contacté pour voir comment résoudre ce problème. Est-ce qu'on peut vérifier s'il s'agit d'une intelligence artificielle générative ou non? Et il y a des études menées sur les outils d'exploration et comment peut-on découvrir les productions de l'intelligence artificielle générative, comment peut-on supprimer toutes ces vidéos. Cela peut paraître comme une solution facile, mais les ressources ouvertes ou les logiciels libres de l'intelligence artificielle représentent 26% seulement des logiciels. Donc, il s'agit d'un pourcentage, un faible pourcentage. Et lorsque l'on prend une photo, et lorsque vous scannez un code QR, vous pouvez savoir où cette photo a été prise et quand. C'est tout à fait facile. Donc, les défis éducatifs, il y a aussi des défis éducatifs en matière d'éducation. Et je peux vous informer que j'ai collaboré avec plusieurs pays pour mettre en place des programmes éducatifs à grande échelle. Et lorsque quelqu'un utilise cette interface pour la première fois, il trouvera beaucoup de programmes, beaucoup de logiciels et nous avons également développé des logiciels pour permettre au gouvernement de se protéger contre le piratage. Voilà les outils que j'aimerais souligner. Il y a une autre opportunité, c'est la création de la première institution internationale qui relève ce type de défi sans avoir un impact réel sur les médias synthétiques ou la réalité synthétique. Le dernier message que j'aimerais vous transmettre, c'est que le futur de la réalité synthétique et notre compréhension de la réalité doit changer. Et rappelez-vous toujours que si ça vous paraît réel et si nos émotions sont liées à une certaine personne, est-ce que ces personnes existent toujours ou non? Merci pour votre bienveillante attention. Voilà le code QR que vous pouvez scanner pour me contacter si vous avez d'autres questions. Merci.